Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Mélanie Popov, je suis médecin et je vais vous parler de l'approche de santé planétaire et puis ensuite Clément Crozet, écologue, prendra la suite. Alors pour parler de santé planétaire, il faut d'abord poser quelques notions de base à propos des changements environnementaux globaux que traverse notre planète depuis plusieurs décennies. Les activités humaines ont entraîné des changements très importants sur les systèmes naturels, à tel point qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène ou l'ère de l'humain. Quelques chiffres pour illustrer l'Anthropocène. Nous avons converti plus de 40% de la surface terrestre en terre cultivée et en pâturage. Nous utilisons environ la moitié de l'eau douce accessible, dont 50% pour l'élevage. La quantité de mammifères sauvages a diminué de 82% depuis la préhistoire et on est entré dans la 6e grande extinction de masse des espèces. La dernière, c'était l'extinction des dinosaures. Et nous avons rasé 50% de la forêt tropicale et tempérée. Voilà, globalement, on a modifié le climat, on a transformé la biodiversité avec une perte d'espèces qui est 1000 fois supérieure au taux de base. On entraîne près d'1 million d'espèces vers l'extinction, dont beaucoup au cours des dernières décennies. Et on estime qu'il y a une chute de 75% des populations d'insectes volants depuis 30 ans. En termes de pollution, on a pollué les sols, l'eau, l'air. Actuellement, en Europe, il y a 140 000 substances exogènes en circulation. Substances exogènes, donc c'est une substance que la nature ne sait pas produire et qu'elle ne sait pas éliminer. Et on a des études toxicologiques pour un peu moins de 1% d'entre elles, et sans comprendre les effets cocktails que ces substances peuvent avoir sur le corps humain. En termes de masse, la masse du plastique est 2 fois plus élevée que le poids de l'ensemble des animaux sur Terre. Et en 2020, une étude dans Nature a révélé que l'ensemble des produits anthropogéniques, c'est-à-dire fabriqués par l'homme, comprenant les routes, tous les bâtiments, tous les objets, pèsent un poids équivalent à celui de l'ensemble des êtres vivants. Donc les animaux, les écosystèmes, les microbes, etc. Voilà, donc on a vraiment basculé dans un autre monde. Et pour mieux comprendre comment s'intriquent tous ces changements causés par les activités humaines, et pour comprendre leurs répercussions, il faut changer d'échelle et dézoomer à l'échelle de la planète. Le vivant repose sur l'équilibre des interactions entre les systèmes naturels que sont globalement les océans, l'atmosphère et les terres. Et un outil scientifique a été créé qu'on appelle les limites planétaires pour mieux se représenter les interrelations entre ces différents systèmes naturels. Il permet de représenter les limites à ne pas dépasser pour que la planète soit habitable pour les êtres humains et pour pouvoir aussi prendre des décisions politiques adaptées. Aujourd'hui, sur les 9 limites, 6 ont déjà été franchies. Le changement climatique, bien sûr, l'intégrité de la biosphère avec la 6e extinction de masse, la modification des flux du phosphore et de l'azote, la pollution par les nouvelles substances, donc ce sont les substances chimiques, la modification des écosystèmes terrestres, donc ça c'est la façon dont on occupe les sols, et enfin, dernière limite qui a été dépassée cette année, donc en 2022, c'est l'utilisation de l'eau douce, qui n'est pas encore représentée là sur ce schéma. Et le problème, c'est que ces changements constatés dans ces grands équilibres sont rapides et interdépendants. Et ils ont des possibilités de points de bascule et d'emballement. Donc il y a beaucoup d'incertitudes quant à la progression de ces changements. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de doute sur la véracité de ces changements. Il y a des rapports qui sortent régulièrement, émis par des consortiums internationaux d'experts. Donc le GIEC ou IPCC en anglais pour le climat et l'IPBES pour la biodiversité. Et l'OMS a également commencé à émettre des rapports à propos des impacts sanitaires de ces changements globaux. Alors, concernant ces impacts sur la santé, il y a eu en 2021 un phénomène historique, c'est 220 revues médicales qui ont fait paraître un article qui appelait les dirigeants du monde entier à agir pour limiter l'augmentation de la température mondiale
et à restaurer la biodiversité. Et il considérait que la pollution, le changement climatique et la perte de biodiversité étaient les menaces principales pour la santé humaine mondiale. Concrètement, je vais vous présenter 3 exemples sanitaires d'impact des changements environnementaux globaux. Donc le changement climatique, comment ça se passe? Il va y avoir des effets directs et indirects sur la santé. Donc d'abord, il y a l'émission de gaz à effet de serre qui va réchauffer le climat. Il va y avoir des effets sur la santé par le biais des chaleurs extrêmes et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Des effets indirects sur la santé via la transformation des écosystèmes. Et enfin, des effets sur la santé médiés par des facteurs sociaux, économiques, politiques, comme les impacts sur les infrastructures, l'accès aux soins, un impact sur l'économie et la stabilité des systèmes politiques ou les systèmes agricoles. Et au bout de la chaîne, les conséquences sera des décès et des maladies liées à la chaleur et liées à ces événements extrêmes, liées à une mauvaise qualité de l'eau ou de l'air, une augmentation de la prévalence des maladies à transmission vectorielle, par exemple par le moustique tigre, comme la dengue, une augmentation des inégalités sociales de santé, une augmentation de la perte d'espérance de vie et de la perte d'espérance de vie en bonne santé, et des conséquences très lourdes sur la santé mentale. Autre impact de la pollution de l'air, impact sanitaire de la pollution de l'air. Aujourd'hui, on estime qu'elle est responsable d'1 décès sur 5 dans le monde, avec des disparités géographiques, donc notamment plus importants en zone urbaine, ce qui fait de la pollution de l'air un facteur de risque pour la santé très important et qui serait même plus important que la consommation de tabac. La pollution de l'air, c'est le tueur invisible. On considère que environ un tiers des décès liés à un cancer du poumon ou à un AVC sont dus à la pollution de l'air et un quart des maladies cardiaques. Alors les mécanismes physiopathologiques de la pollution de l'air, ça va être une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation qui va entraîner une athérosclérose et donc des maladies cardiovasculaires, les impacts qu'on connaît un peu mieux sur le poumon, et enfin d'autres conséquences qu'on commence à comprendre qui vont être des problèmes neurologiques, en particulier des maladies neurodégénératives, des problèmes d'infertilité et des anomalies de développement chez le fœtus. Et enfin, dernier exemple de maladies liées aux activités humaines, et en particulier à la destruction de la biodiversité des habitats sauvages et à l'élevage intensif, ce sont les maladies infectieuses émergentes, dont 75% aujourd'hui sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises des animaux sauvages et domestiques à l'humain. Donc ici, vous avez un bon nombre des zoonoses qu'on connaît actuellement, par exemple le syndrome respiratoire aigu sévère ou le virus Ebola. Et concernant le lien entre santé et biodiversité, on peut aussi aborder l'importance du microbiome. Le microbiome, c'est toutes les bactéries présentes dans notre corps. Et on sait aujourd'hui qu'elles sont extrêmement importantes pour lutter contre certaines maladies. Et on sait qu'il y a un lien notamment entre le microbiote digestif et les allergies et le système immunitaire ou inflammatoire. Et le problème, c'est qu'on constate que notre microbiote digestif est de moins bonne qualité et qui s'amenuise en parallèle de la disparition de la biodiversité et de l'environnement. Donc finalement, tous les éléments qu'on vient d'aborder nous amènent à revenir aux bases. De quoi dépend notre santé ? Eh bien, notre santé, elle dépend de 3 gros systèmes. Ce sont les caractéristiques biologiques et génétiques, nos comportements personnels et notre environnement au sens large, c'est-à-dire notre écosystème de vie, du niveau le plus micro au plus macro-structurel. Cet environnement, ça va être notre tissu social, notre travail, la présence d'un système de garde pour nos enfants. Puis au niveau macro-structurel, on a l'environnement bâti,
les politiques locales ou nationales, comme l'accès à la contraception, l'existence d'une protection sociale ou encore le prix et l'accessibilité des aliments sains. Et donc ces déterminants, ils peuvent être des facteurs positifs ou négatifs de santé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vision systémique de la santé, c'est-à-dire qu'on essaie d'en appréhender les facteurs non pas un par un, mais au sein d'un système, d'un ensemble complexe. Et c'est cette approche qui permet d'englober la démarche de santé planétaire. Et je vais laisser Clément vous parler de la santé planétaire. Donc moi je suis ingénieur en écologie et cofondateur de l'Alliance de santé planétaire et associé d'une agence d'architecture spécialisée sur la santé. Donc je vais vous parler du concept de santé planétaire qui a émergé au niveau international via l'Université d'Harvard en 2015 et qui est en pleine expansion dans les différents territoires nationaux ou internationaux. Donc la santé planétaire, c'est la santé de la civilisation humaine et l'état des systèmes naturels dont elle dépend. Donc ça comprend la réalisation du plus haut niveau de santé, de bien-être et d'équité à travers le monde, avec une attention qui est portée aux systèmes politiques, économiques et sociaux qui façonnent l'avenir de l'humanité, et aussi aux systèmes naturels de la Terre qui définissent les limites environnementales sûres dans lesquelles l'humanité peut s'épanouir. Donc la santé planétaire, les principes clés, c'est la compréhension d'un cadre systémique de pensée pour comprendre les changements environnementaux globaux et leurs liens avec la santé, la transdisciplinarité. Donc ça, ce qu'on se rend compte dans les territoires, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels de soins comme les médecins qui travaillent en partenariat avec des architectes, avec des agriculteurs, avec des urbanistes pour justement améliorer la santé à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est souvent dans le cadre d'un contrat local de santé qui est développé par les agences régionales de santé au niveau local. Donc le principe clé de l'équité, donc porter une attention aux personnes vulnérables et aux générations futures. Et surtout, ce qui est intéressant dans le cadre de la santé planétaire, c'est que ça permet d'aller directement sur de l'action concrète. Ensuite, en termes de communication, c'est lutter contre les biais cognitifs à l'origine de l'inaction climatique grâce au puissant levier de l'action pour la santé. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu une étude en Nouvelle-Aquitaine qui montrait que 80% des néo-aquitains sont intéressés par la thématique santé environnementale. Donc c'est une des thématiques qui est la plus intégratrice au niveau national et qui permet vraiment d'aller, ce que je disais, sur de l'action que je vais vous présenter. Donc ensuite, l'éco-bénéfice, c'est justement qu'une action peut être à la fois bénéfique à l'humain, à l'environnement, mais aussi à la biodiversité. Donc là, je vais vous montrer quelques projets qui justement, c'est des actions où on a pris de la hauteur sur les différents sujets pour mettre en place des actions qui soient bénéfiques à l'ensemble des vivants. Donc la première thématique, c'est Oasis en ville. Donc c'est les pouvoirs publics au Danemark se sont rendus compte que il y avait peu d'espaces verts qui étaient accessibles à la population et surtout aux personnes âgées en période de canicule. Et donc ils ont développé un gros programme pour identifier des espaces qui soient à la fois naturels et accessibles pour les personnes âgées en période de canicule. Et donc ils se sont dit que c'était les cours d'école, qui étaient des espaces qui sont dans la majorité des cas au niveau national ou international, des espaces clos où personne ne peut aller à part les enseignants et les élèves. Et donc, ils ont ouvert ces espaces-là pour que des personnes âgées, pendant les périodes de canicule et pendant les périodes classiques, puissent rentrer dans ces espaces-là. Et donc, ils ont fait un gros programme de revégétalisation des cours d'école avec des impacts très importants sur justement la santé à la fois des écoliers, mais aussi de la population des quartiers. Donc, ce qu'on voit, en fait, il y a plusieurs études qui montrent par une température de 26 degrés. Si on a un toit noir sur un bâtiment, la température peut atteindre 80 degrés. Si ce même toit était blanc, on atteindrait des températures de 45 degrés. Et si on avait une toiture végétale, la température serait de 29 degrés. Donc on voit qu'il y a un impact significatif sur la température au niveau du sol, mais aussi au niveau des bâtiments pour tout ce qui est consommation énergétique. Le deuxième thématique, c'est des graines pour une santé planétaire. En fait, c'est le département des Pyrénées-Atlantiques qui s'est rendu compte, dans le cadre de son programme de revégétalisation des stations de ski, qui souhaitait travailler avec des semences locales, mais quand par exemple ils commandaient une marguerite pour revégétaliser les stations de ski, ces marguerites venaient soit des pays de l'Est, soit de Nouvelle-Zélande, et au niveau du patrimoine génétique, les insectes ne la reconnaissaient pas, et c'était des semences qui demandaient beaucoup plus d'eau et d'engrais pour pousser. Donc ils ont lancé un gros programme avec des machines spécifiques pour récolter des graines dans des espaces naturels à proximité et ensuite faire un transfert vers ces stations de ski. Et ils ont vu que ces plantes en 2-3 ans poussaient très bien et il y avait une biodiversité exceptionnelle qui revenait très rapidement. Et donc nous on a mixé ça avec la liste des plantes allergènes dans les territoires pour arriver à une liste d'espèces qui soit à la fois locale pour la biodiversité et non allergène parce qu'on sait qu'une personne sur 5 en France est allergique au pollen.
Donc un autre programme s'appelle la ceinture verte. L'objectif à l'échelle nationale, c'est d'installer une dizaine de maraîchers bio par an et pendant 10 ans autour de chaque agglomération en France. Et donc là, c'est une agriculture biologique et de proximité. Et l'objectif, c'était de travailler sur des bâtiments qui soient à la fois sains, économiques et qui permettent de créer du lien social au niveau des territoires. Et donc on a travaillé avec des structures d'insertion et des artisans locaux pour faire des bâtiments qui sont en torchis, en terre et en paille. Donc on a utilisé pour ce bâtiment des galets pour faire les soubassements, donc c'était des zones alluvionnaires, donc on a récupéré les galets du site, de la terre du site et aussi de la paille de proximité pour faire un bâtiment le plus biosourcé possible et qui soit intégré dans le territoire. Un autre projet s'appelle les Maggie's Center. Donc ça a été développé en Angleterre. Maggie, c'était une paysagiste qui a été atteinte d'un cancer. Et donc elle est arrivée dans un hôpital qui était très austère comme on peut avoir à l'échelle nationale voire internationale. Et donc elle s'est dit comment améliorer la vie des patients mais aussi des professionnels de soins dans leur exercice de tous les jours. Et donc ils ont créé 22 centres. En gros, c'est des bâtiments qui sont dans les parcs, souvent des hôpitaux, et qui ont une vue sur un espace naturel, et donc qui améliorent vraiment la santé à la fois des professionnels de soins qui visitent ce site, mais aussi des gens qui sont atteints de cancer. Et ils sont partis en fait d'une étude qui est basée des années 80, qui montre que des patients qui ont subi une opération bénigne guérissent plus vite si leur chambre d'hôpital donne sur le jardin ou sur un paysage boisé plutôt que sur un mur mitoyen. Et depuis cette étude dans les années 80, il y a de multitudes d'études chaque année qui sortent pour montrer l'impact bénéfique de la biodiversité sur la santé. Ensuite, donc ça c'est un autre projet, c'est un projet de revégétalisation des cours d'école. Donc ça c'est un programme de la région Nouvelle-Aquitaine sur 2 cours d'école à Billère, à côté de Pau. L'objectif c'était de passer d'un espace bétonné, donc 100% en fait de cette école était bétonné, à un espace plutôt arboré avec une mare, avec des semences locales, des salles de classe extérieures. Et donc ça c'est un programme qui est en cours et on voit en fait énormément, il y a de plus en plus d'études qui montrent justement l'effet bénéfique d'un espace vert sur les capacités motrices, mentales et psychologiques des élèves, mais aussi des enseignants. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que la qualité de l'air intérieur, il est 2 à 5 fois moins bonne qu'à l'extérieur, même dans des grandes villes que peuvent être Paris, New York ou Lyon. Et donc il y a un gros travail à faire sur la gestion des polluants à l'intérieur du bâti. Donc ça peut être fait aussi à l'étape du chantier. Donc, par exemple, ce bâtiment qui a coûté plusieurs millions d'euros a regroupé des chimistes, des médecins et différents élus de la ville de Zurich pour travailler sur une qualité d'air la plus exemplaire au niveau de ce bâtiment pour ensuite la dupliquer sur les bâtiments du territoire. Donc ils ont travaillé sur la phase chantier. Donc tous les artisans n'avaient pas le droit de fumer dans le bâtiment, ou tous les matériaux qui ont été choisis étaient des matériaux respirants et perspirants, donc qui permettent à la vapeur d'eau et à l'air de s'échapper. Et donc ce bâtiment, c'était le premier en 2014, et maintenant en Suisse et au Canada, c'est des quartiers entiers qui sont créés sur cette thématique-là. Et nous, on essaye dans le cadre de nos pratiques on se dit que tout le monde est plus ou moins sensible aux produits chimiques, donc de travailler sur des bâtiments qui sont les plus sains possibles, et c'est des bâtiments qui ne coûtent pas plus cher qu'un bâtiment classique. Ensuite, un autre projet, c'est le lotissement Ecopernic, c'est un bâtiment à proximité de Pau, où en fait il a été basé sur la thématique de la santé planétaire, et on a essayé de travailler sur un éclairage public qui soit favorable aux pollinisateurs et aux chauves-souris, mais aussi aux humains, parce qu'il y a des grosses problématiques d'insomnie dans les territoires ruraux, mais aussi dans les villes. Et donc on a travaillé sur, par exemple, une température de couleur qui est proche du lever et du coucher de soleil, pour limiter justement les différentes problématiques. Et on a travaillé sur des semences locales et non allergènes, et ensuite aussi travaillé avec différentes structures d'insertion pour lier ce lotissement à une activité sociale. Ensuite, donc ça c'est une nouvelle thématique qu'on voit émerger là depuis 1 an ou 2, c'est que de nombreux médecins ou professionnels de soins souhaitent développer des maisons de santé, on va dire planétaires, à l'échelle des territoires. Donc il y en a en Bretagne, il y en a une aussi au niveau de l'île d'Oléron, et récemment en Ariège, qui souhaitent développer des vraies maisons de santé, c'est-à-dire qui regroupent à la fois des professionnels de santé classiques, professionnels de soins, donc peuvent être des médecins ou autres, mais aussi d'autres acteurs que peuvent être des agriculteurs, des architectes, des écologues, qui ont un rôle aussi important que peut avoir un médecin sur la santé de son territoire.
et surtout des maisons de santé qui reflètent l'éthique globale de santé-environnement, avec pareil des bâtiments qui peuvent être en paille, en terre crue, enfin, en tout cas des bâtiments qui sont perspirants et respirants pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Ensuite, donc, la santé planétaire, un des principes clés, c'est l'alimentation. Donc un exemple de co-bénéfice, c'est la façon de s'alimenter et d'orienter les systèmes de production alimentaire. Donc l'alimentation, c'est le levier le plus puissant pour agir en tandem sur les changements environnementaux globaux et sur la santé. Donc la commission EAT-Lancet a publié un rapport indiquant l'assiette idéale pour une alimentation durable et saine, garantissant un système alimentaire capable de nourrir 10 milliards d'êtres humains. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir là sur la diapo. Ensuite, donc ça, c'est ce qui montre en fait les co-bénéfices pour à la fois la santé humaine et la biodiversité, de la diminution de la consommation de produits d'origine animale, privilégier les aliments frais, locaux et de saison, éviter le plastique et opter pour une alimentation biologique. Donc on voit une diminution des maladies chroniques, des cancers, des zoonoses pour la santé des humains, mais aussi pour l'environnement, une baisse des émissions de gaz à effet de serre, des polluants et la dégradation des sols. Un autre aussi élément très important, c'est tout ce qui est mobilité active dans les territoires. Donc si on diminue la voiture en ville, cela permet de diminuer la pollution de l'air et la pollution sonore et potentiellement de créer des îlots de fraîcheur grâce à la désartificialisation des sols et de surtout diminuer la sédentarité. Donc maintenant je vais laisser Mélanie parler de concrètement en tant que futur médecin, quels sont les leviers pour vous pour améliorer la santé au niveau des territoires. Voilà, donc maintenant que vous avez un peu compris ce que c'est la santé planétaire, il y a des choses que vous pouvez retenir et les messages clés qu'on avait envie de vous faire passer à vous qui allez être médecin, ce sont plusieurs pistes concrètes. Donc d'abord, se former sur ces sujets-là, sur les sujets du changement climatique, de la pollution de l'air, de la pollution chimique, la pollution des sols et des eaux, sur la qualité de la biodiversité. Donc, on vous a mis des ressources en fin de cours pour améliorer vos connaissances là-dessus. Ensuite, intégrer dans votre raisonnement clinique la notion de déterminant de santé, hein, qu'il n'y a pas le soin qui fait la santé, mais que c'est aussi tout ce qui nous entoure. Voilà, on l'a vu, ce qu'on mange, notre système politique, le système économique et aussi l'environnement naturel. Voilà, il faut comprendre donc les impacts sanitaires de tous ces changements globaux, l'importance de la place de la prévention et de la promotion de la santé dans le parcours de soins. Donc, ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est la création de milieux de vie favorables à la santé et au bien-être. Ça, ensuite, il vous faut le partager entre vous et mobiliser vos pairs sur ces sujets-là. Le sujet de la pratique médicale, donc j'ai mis la prescription, mais c'est voilà, la façon nos pratiques de soins doivent être raisonnées. Ça, vous aurez un cours spécifique là-dessus. Et puis très important, sortir un petit peu des silos disciplinaires, donc nouer des liens avec d'autres disciplines pour la santé des personnes. Et enfin, très important, pouvoir sortir de son cabinet et s'engager au-delà de son cabinet, à la fois dans la société civile, mais aussi dans les politiques territoriales. Voilà, merci beaucoup. Donc là, ce qu'on vient d'aborder, c'est un petit peu voilà, des choses nouvelles qu'on découvre en médecine. Donc c'est à la fois une nouvelle éthique en santé qui illustre des nouveaux enjeux et qui apporte surtout de nouvelles solutions concrètes, notamment par le biais des co-bénéfices santé-environnement et le fait de considérer que la santé est un puissant levier pour agir sur les changements environnementaux globaux. Et peut-être que ça donnera lieu au fur et à mesure des années à l'émergence de nouveaux métiers. Et donc je vous invite à aller regarder la table ronde sur les métiers de demain que vous avez dans ce module.